Le groupe Seb, c'est à la fois une marque qui est très connue, la marque Seb, mais c'est aussi un groupe qui, pour le coup, est moins connu. C'est un groupe qui est le leader mondial du petit équipement domestique, qui fait 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans le monde entier. Je pense qu'on est présent dans la quasi-totalité des marchés, ou quasiment, dont le plus gros marché n'est pas la France, mais la Chine. Le plus gros chiffre d'affaires est en Chine, avec la France juste derrière. Et c'est aussi un groupe qui a une trentaine de marques, dont, outre Seb, qui est une marque franco-française, des marques comme Tefal, Moulinex, Roventa, Krups, qui sont celles qui sont les plus internationales et aussi les plus connues en France, mais d'autres marques encore. On a Calor en France, on a Support en Chine, on a Arnaud au Brésil et encore bien d'autres. C'est 32 000 personnes dans le monde. Les enjeux marketing sont nombreux et variés compte tenu du fait que nous sommes sur de nombreuses catégories et de nombreux marchés. Après, l'enjeu central, qui est d'abord une opportunité, c'est l'opportunité de pouvoir engager personnellement notre groupe, nos marques, avec l'ensemble des foyers connectés dans le monde. Ça, c'est ce vers quoi on veut aller. C'est lié à la digitalisation des comportements de consommation. Ce qu'on se dit, c'est que la grande opportunité du digital, c'est de pouvoir créer une relation intime avec les consommateurs, qu'on n'avait pas, compte tenu notamment du fait qu'on était dans un modèle de distribution et qu'on est toujours dans un modèle de distribution indirect. On passe par des Amazon, des Darty, etc. pour être vendu. Grâce au digital, on va continuer à être vendu de cette manière-là, mais on va aussi pouvoir créer une relation directe et personnalisée avec les consommateurs. Ce qui va nous permettre de mieux les connaître, donc de pouvoir mieux les servir, de pouvoir identifier les produits, demain les services dont ils auront besoin, de pouvoir les accompagner dans l'expérience qu'ils ont avec leurs produits, d'identifier ceux d'entre eux qui sont les plus impliqués, les plus engagés avec nos marques, pour en faire des ambassadeurs auprès d'autres consommateurs. Donc énormément d'opportunités de création de valeur, et encore une fois, la volonté d'aller vers un engagement personnalisé de l'ensemble des foyers connectés dans le monde. La télévision est le principal média entre guillemets traditionnel qu'on utilise. La conviction qu'on a, c'est que ce format de communication va continuer à exister, même s'il va prendre une place de moins en moins importante. Il représentait 90% de nos investissements il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est 70%. On pense que ces communications mainstream, mass market vont continuer à exister. Par contre, on pense aussi que c'est un environnement qui va aussi se digitaliser de deux façons. La première, par rapport au ciblage. On continuera à avoir des campagnes larges en termes de ciblage, mais grâce à la data, grâce aux technos qui vont se développer, on pense qu'on aura la possibilité de pouvoir être plus précis dans le ciblage des campagnes télé, voire segmenter en fonction des populations qui nous intéressent. Et on pense aussi qu'en termes de monitoring de ce média, on évoluera vers une approche comparable à celle du digital. Ça existe déjà avec des solutions type Realytics ou autres qui permettent de calibrer, de monitorer nos campagnes, nos investissements, non seulement en fonction du reach, de la répétition qu'on veut atteindre, mais aussi en fonction des capacités de ces campagnes-là à driver de la considération du trafic sur nos écosystèmes immobiliers, notamment le website. Il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est liée au parcours de décision des consommateurs, qui est de plus en plus complexe et de plus en plus digitalisé. Donc c'est vrai dans notre secteur d'activité comme dans d'autres. Les gens, quand ils achètent nos produits ou sont nos concurrents, cherchent à avoir de l'information sur Internet. Ils passent par Google, par les forums, par les sites de marque, etc. Avant d'acheter, parce que ce sont des produits qui sont relativement impliquants en termes de prix, qui sont relativement techniques. Donc déjà, il faut qu'on adapte nos dispositifs de communication de façon à ce qu'on puisse suivre le parcours du consommateur et l'accompagner et l'engager, donc être présent sur Google, être présent sur les forums, être présent, développer du contenu sur nos sites de marque, de façon à pouvoir, qu'ils achètent online ou offline, driver nos consommateurs dans ce parcours plus complexe jusqu'à l'achat. Ça, c'est la première dimension. Complexification du parcours d'achat et digitalisation et omnicanal auquel il faut s'adapter. Après, la deuxième dimension, c'est qu'on a de plus en plus de ventes qui se font sur Internet.
Donc, sur notre secteur d'activité, 25% des ventes se font aujourd'hui sur Internet. Il y a 4 ans, c'était 15%. Ça bascule très rapidement vers le monde du e-commerce, les Amazon et Alibaba de ce monde. Du coup, il faut qu'on s'adapte à ces nouveaux retailers et qu'on développe notamment des stratégies de communication qui puissent nous permettre de pouvoir être performants dans ces environnements-là en exploitant des Amazon Media Group, des Criteo ou autres, ou Storytel, qui sont des nouvelles technos, nouvelles solutions, nouvelles offres publicitaires qui nous permettent de pouvoir accompagner nos consommateurs jusqu'à la transformation, y compris dans les environnements e-commerce. Et c'est particulièrement stratégique, parce que comme je le disais, il y a une bascule de plus en plus forte des ventes vers le monde en ligne, et c'est surtout là que se fait la croissance de nos business. Amazon, Alibaba et JD.com sont dans le top 5 de nos clients retailers dans le monde. L'enjeu principal, c'est un enjeu de transformation. C'est d'accompagner nos marketeurs dans le monde entier de façon à ce qu'ils puissent s'adapter à ce nouvel environnement. La façon dont on le fait, c'est à travers des process qu'on a mis en place qui leur donnent un cadre pour pouvoir construire leur stratégie de communication de manière pertinente par rapport à ce nouveau parcours conso et par rapport à sa digitalisation. C'est des infrastructures technologiques, des architectures marketing technologiques qu'il faut qu'on fasse évoluer pour pouvoir avoir les systèmes qui vont porter ces campagnes avec une convergence entre le monde de la tech et le monde de l'advertising. C'est aussi des organisations qui évoluent, donc avec des organisations qui ont changé chez nous, qui sont plus consumer-centriques, qui ont aussi fait rentrer des profils digitaux. On a des digital managers quasiment dans tous nos marchés aujourd'hui. On fait rentrer des profils CRM, des profils data analyst, de façon à pouvoir là aussi s'adapter à ce nouveau monde. C'est aussi beaucoup d'accompagnement de nos marketeurs, de training, de workshops, de digital days, pour qu'ils se sentent à l'aise dans ce nouveau monde. Et aussi en termes d'organisation, c'est des changements, des évolutions sur nos systèmes de partenaires, donc avec des évolutions en termes de systèmes d'agences, des agences digitales qu'on a fait rentrer, de nouveaux acteurs comme Equimetrix par exemple, qui sont plus dans la mesure de la performance, nous accompagnent dans la mesure de la performance de nos dispositifs, et des nouvelles typologies de partenaires comme les GAFA qui jouent un rôle important dans notre nouvelle organisation de partenaires. La data, c'est un enabler stratégique. La data, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller vers cet engagement personnalisé des consommateurs. Grâce à la data, on peut évidemment enregistrer une quantité colossale d'informations et de technologies qui sont associées de façon à pouvoir la traiter à des coûts accessibles. Très concrètement, c'est un enabler qui va nous permettre de mieux connaître nos consommateurs, de pouvoir les engager de manière plus pertinente, parce qu'on saura à qui on parle, on saura quelles sont les attentes des consommateurs, et on saura adapter le message. Et ça nous permet aussi de pouvoir mesurer plus efficacement tous les dispositifs de communication qu'on met en place pour faire en sorte que nos investissements, nos actions soient les plus rentables possibles, mais aussi pour nous aider à construire la courbe d'expérience dans ce nouveau monde. On est dans une logique de personnalisation de l'engagement, ce qui veut dire déjà en préalable, c'est qu'on remet le consommateur au centre de nos préoccupations, de nos dispositifs, de notre pratique marketing-communication, comme beaucoup de monde le fait. Parmi ces consommateurs, ceux qui nous paraissent les plus importants en termes d'opportunités de création de valeur sont les clients, sont les gens qui possèdent nos produits. Pour plusieurs raisons, parce que grâce à une relation personnalisée avec nos clients, on sera à même de mieux savoir qui ils sont, de mieux comprendre leurs attentes, on sera à même de mieux les accompagner, de mieux les engager dans leur expérience avec nos produits, et on sera aussi à même de pouvoir rentrer dans un cercle vertueux, on aura de plus en plus d'informations sur eux, de par le fait qu'on entretiendra la relation qu'on a avec eux sur nos écosystèmes de médias. Après, ce que ça veut dire, le point de départ de tout ça,
c'est qu'il faut qu'on puisse connecter avec ces gens-là, et il y a une complexité pour nous, c'est qu'on est dans un modèle de vente indirecte, comme je le disais. On est vendu via des Amazon, des Darty, des boulangers. Donc on a un premier enjeu qui est de faire en sorte qu'on puisse embaser ces consommateurs. Et donc on se fixe comme contrainte, guidelines, de saisir toutes les opportunités d'interaction avec les consommateurs pour pouvoir les embaser. On se fixe des objectifs assez offensifs, assez ambitieux d'embasement pour derrière rentrer dans ce cercle vertueux où on aura l'identité de nos clients. On pourra accompagner leur expérience avec nos produits, donc on crée de la proximité. On pourra identifier ceux d'entre eux qui sont les plus engagés avec nos produits et en faire des ambassadeurs auprès des prospects. Et on pourra, de par cette relation personnalisée, pouvoir récolter de l'information, de la data. Pour moi, il y a un grand enjeu qui est complètement transversal, qui concerne, je pense, toutes les personnes et toutes les entreprises ou institutions. C'est un enjeu d'adaptation. Alors il est de deux types. Pour les gens qui viennent du monde traditionnel, c'est la fameuse transformation digitale. Comment faire évoluer sa façon de travailler, acquérir de nouvelles skills, mettre en place de nouvelles organisations, mettre en place de nouveaux modes de collaboration pour s'adapter à ce nouveau monde. Tous les enjeux relatifs à la transformation digitale. Je pense aussi qu'il y a un enjeu d'adaptation pour les personnes et les structures qui viennent du monde du digital, avec comme principal élément de cet enjeu d'adaptation un enjeu de responsabilité. Ils se retrouvent avec des responsabilités beaucoup plus importantes que par le passé, parce que leurs sujets deviennent de plus en plus centrales dans les entreprises ou parce que leurs structures deviennent de plus en plus importantes pour leurs partenaires. On a connu ça, hein. On était dans le monde du digital tous les deux depuis un certain temps. On était dans des structures qui étaient un petit peu marginales au sein des entreprises et ça prend de plus en plus d'importance et donc des responsabilités de plus en plus fortes. Et du coup, il faut s'adapter à ces nouvelles responsabilités. C'est un peu une crise d'adolescence et pour les people et pour les structures auxquelles il faut s'adapter. Donc c'est vrai pour les gens qui sont dans les entreprises traditionnelles, qui viennent du monde du digital, plus de responsabilités, et donc il faut s'adapter à ça. C'est vrai pour les agences qui viennent du monde du digital, les pure players qui se retrouvent beaucoup plus au centre et donc avec des enjeux beaucoup plus stratégiques. C'est vrai aussi pour les GAFA qui ont alors non seulement des responsabilités parce qu'ils jouent un rôle beaucoup plus stratégique par le passé, mais aussi des responsabilités politiques et sociales parce qu'ils sont devenus tellement énormes qu'il faut qu'ils s'adaptent à ce nouvel environnement, à cette nouvelle réalité pour eux. C'est un peu une crise d'adolescence pour tout ce monde-là.